Bonjour à toutes et à tous, vous regardez Atari, l'émission de débat de Criticat, et nous parlons aujourd'hui de The Killer de David Fincher, sorti le 10 novembre dernier sur Netflix, 3 ans après Mank, que nous avions beaucoup défendu à l'époque. Je suis accompagné d'un grand Fincherien, Josué Morel, salut. Salut Marin. Bon, le film, ça fait un moment qu'il est sorti maintenant, et on a pu voir dans sa réception qu'il n'était pas toujours extrêmement bien reçu. Que voilà, il y avait des gens qui exprimaient certaines réserves, notamment des gens qui ont pu défendre Fincher par le passé. Et je voulais t'interroger là-dessus d'abord, Josué. Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être un malentendu autour de la réception de ce film ? Alors c'est intéressant, je suis pas sûr qu'il y ait un malentendu. Il faudrait peut-être rappeler qu'en fait Fincher, c'est pas un cinéaste si facile à appréhender. Et d'ailleurs, tu m'as présenté comme un grand Fincherien. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à aimer Fincher. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce que j'aimais chez Fincher. Et encore aujourd'hui, alors que j'adore ses derniers films, je me rends compte, et c'est assez étonnant, que je préfère revoir les films de Fincher que de les découvrir la première fois. C'est-à-dire qu'il y a un tel foisonnement de détails, de mise en scène, il y a une telle circulation de signes, voilà, je pense que les questions du signe et la circulation, c'est des notions qui vont peut-être revenir au cours de ce débat, que en fait, je pense que c'est assez simple de se perdre dans un film de Fincher, et d'autant plus sur celui-là qui, j'ai l'impression, souffre un peu de trois préjugés. Le premier, je passe assez vite parce que c'est le moins intéressant et ça concerne le moins directement la matière du film, mais ce serait le fait que ça soit un film de plateforme. Et j'ai l'impression qu'il y a un espèce de mauvais réflexe quand même, pour dire les choses un peu frontalement, à la fois dans la cinéphilie et dans la critique, qui consisterait en dire que, en gros, puisque Netflix c'est culturellement pas acceptable, c'est-à-dire, je caricature un peu, mais d'en dire qu'en gros, évidemment, personne défend la politique culturelle de Netflix, sa logique algorithmique, sa politique de curation, etc. Que quelque part, c'est impossible que Netflix produise un film esthétiquement valable. Et ça, j'ai l'impression quand même que c'est un argument qui revient beaucoup, qui est en fait un argument culturel. Quand Thierry Frémaux explique, par exemple, dans son interview sur Combini, que quelque part, Fincher ne fait plus du cinéma, mais fait des films de plateforme. Quand on entend Léos Carax dire que les plateformes produisent des films, des formes plates, on est un peu dans une espèce de logique que je trouve assez mortifère et un peu corporatiste aussi, de dire qu'en gros Netflix c'est pas du cinéma, donc c'est pas des films, et que les films produits par Netflix ne sont pas esthétiquement intéressants, pertinents, que sais-je, avec en plus un espèce d'argument très bizarre de dévoiement presque de la politique des auteurs, qui est que même en donnant carte blanche à un cinéaste, même en lui donnant les moyens de faire ses films, quelque part Netflix, il n'y aurait pas de producteurs, on produirait des projets dont les studios voudraient pas, enfin voilà, toute une espèce d'argumentaire qui tourne beaucoup, qui consisterait en fait à résumer le fait que c'est impossible que Netflix produise un film esthétiquement valable, quoi. Bon, ça, je pense que c'est quelque chose qui revient beaucoup, à la fois sur Mank et sur The Killer, et qu'évidemment, il faut mettre un petit peu de côté. Le deuxième problème... Ce qui me fait penser juste simplement à la blague de Jean-Luc Godard. En parlant de film, est-ce qu'il s'agit d'un téléfilm pour le cinéma ou d'un film de cinéma pour la télévision ? Finalement, il existe les deux, donc c'est un peu absurde quelque part. Oui, et puis en plus, bon, Fincher, quelque part aussi, c'est intéressant aussi le rapport avec Netflix, c'est-à-dire qu'on oublie un peu rapidement que c'est lui qui a lancé aussi quelque part l'esthétique Netflix avec House of Cards, qui est la première grosse production télévisuelle, le terme justement est impropre, mais de série en tout cas, pour Netflix, qui réalise les 2 premiers épisodes, qui a déjà une histoire de voix off, qui avait fait débat, enfin voilà, il y a un ensemble d'éléments comme ça qui circulent et qui font que peut-être sur The Killer en particulier, il y a quelque chose qui cristallise. Il y a aussi autre chose, j'expliquais que c'était pas simple Fincher, mais je pense en fin de compte que c'est très simple de le caricaturer, ou du moins de le simplifier. C'est-à-dire que par exemple, bon, je ne vais pas y revenir parce que j'ai écrit un texte là-dessus, mais l'article que j'ai publié sur Criticat est notamment concentré sur la question du réseau, de la vitesse du capitalisme et sur la question du déchet. Et par exemple, il y a quelque chose dans le film qui est très facilement identifiable, c'est le nombre de plans de poubelle, de choses qu'on jette, etc. Et ce serait très simple de dire qu'en fin de compte, Fincher accumule des signes du contemporain, Uber Eats, Amazon, des plans de poubelle, etc. Évidemment, ce qui compte, c'est pas le signe, c'est la manière dont il s'intègre dans une dynamique. Et en fin de compte, comment il y a des détails de mise en scène extrêmement fins, extrêmement précis, qui développent en fin de compte cette idée. Je vais donner 2 exemples très rapidement. Le premier, c'est au tout début du film. Il y a cette espèce de générique un peu étrange sur lequel on aura peut-être l'occasion de revenir. Et puis, il y a un plan, une série de plans qui nous montre la planque du tueur qui se situe en face d'un hôtel parisien.
Et puis un plan général qui le montre donc devant cet hôtel. Et puis il y a un plan qui se rapproche un peu de lui et qui opère un mouvement assez étonnant, c'est-à-dire qu'on part des pieds du personnage et on remonte jusqu'à son visage. Et en même temps qu'on passe des pieds du personnage et qu'on remonte à son visage, on passe d'un petit radiateur électrique très énergivore à une fenêtre à moitié ouverte. Et donc d'emblée, ce que nous raconte le plan, c'est que c'est un personnage qui est dans le pur gaspillage, qui est dans la pure dépense. Voilà, quelque chose qui va évidemment être développé durant tout le film, mais en même temps qu'il y aurait déjà ces deux niveaux de lecture dans ce simple petit mouvement de caméra, il y en aurait presque un troisième, c'est qu'en arrivant sur le visage du tueur face à la fenêtre, il y a une espèce de diagonale qui se construit entre le personnage, l'hôtel, et puis derrière, le Panthéon. Le Panthéon, bon, pardon, hein, ça peut paraître un peu rapide comme analyse, mais le Panthéon, c'est un mausolée. Et d'emblée, le personnage s'inscrit dans une dynamique qui serait à la fois une dynamique de gaspillage, mais aussi une dynamique mortifère. Et je pense que d'ailleurs, c'est quelque chose qui se transparaît dans le dernier plan, hein, c'est-à-dire que ce serait un personnage qui irait vers un devenir lui-même de zombie, de mort-vivant, qui serait un personnage à moitié vivant, qui est un personnage qui serait englué, en tout cas, dans un engourdissement mortifère, que serait le résultat de la vitesse du capitalisme. Donc ça, c'est le premier plan. Il y en a un deuxième aussi que je trouve vraiment, qui est un de mes plans préférés du film, qui est pareil, on est dans la planque, et puis à un moment, le personnage est interrompu parce qu'il y a un vigile qui est en train d'ouvrir la porte. Et il le tient en joue. Et en fait, il y a un espèce de presque duel qui s'opère entre les deux personnages, entre le tueur tapis dans l'ombre et cette silhouette. Et en fait, au moment où le personnage ouvre la porte, et en fait, le moment où on croit que le tueur va lui tirer dessus, le vigile lâche des prospectus, et c'est-à-dire, bon, j'en parle dans mon texte, cette espèce de symétrie parfaite entre le fait de tuer et le fait de jeter. Ça, par exemple, c'est des purs éléments de mise en scène. C'est une manière vraiment d'intégrer un regard sur le monde, un regard sur le contemporain, par une logique de composition, par une logique de montage, etc. Et le troisième point, à mon avis, où lequel il y aurait un petit peu un délit de sale gueule sur ce film, c'est la voix off. Et ça, je pense que vraiment, on ne peut pas y couper, il faut en parler. C'est intéressant, je fais presque une incise, mais j'ai l'impression que de manière générale, quand un film repose beaucoup sur une voix off, on lui reproche cette espèce de facilité. Et disons que la voix off aurait un peu une espèce de mauvaise réputation comme les chants contre chants, c'est-à-dire cette espèce de phrase un peu générique de dire « Ah, c'est filmé en chant contre chant, donc c'est pas mis en scène », alors qu'il peut y avoir des très bons chants contre chants. Enfin, Ce serait l'accusation du legs littéraire peut-être du cinéma qui s'appuie trop sur une forme de narration un peu éculée. Alors il y aurait de ça, et je pense aussi qu'il y a des effets, il y aurait un peu des effets qui auraient une mauvaise réputation. Pareil dans le cinéma d'horreur, je pense au jumpscare, tu vois, cette espèce de réflexe de dire ah c'est un film d'horreur, il y a beaucoup de jumpscare, c'est paresseux, alors que le jumpscare est peut-être l'une des figures de mise en scène les plus passionnantes qui soit, et en tout cas même, voilà, qui peut donner des films absolument passionnants. Et donc il n'y aurait pas en soi, je pense que c'est important de le rappeler, il n'y aurait pas en soi de mauvaise voix off comme il y aurait de mauvais chants contre chants, ou voilà, ce qui compte c'est évidemment la manière dont on les met en scène. Et là aussi, je pense qu'il y a quelque chose qu'on pourrait un peu rapidement simplifier, caricaturer, c'est le rapport entre la voix off et l'action. C'est-à-dire, je pense qu'il n'aura échappé à personne que quelque part, il y a une forme de contradiction entre les actions du personnage et cette voix off. Et en fait, j'ai l'impression que ça s'inscrit là encore dans un réseau qui est un peu plus complexe, c'est-à-dire qu'en gros, durant tout le film, il y aurait cette idée que, la parole du personnage est mise en crise par l'action, et qu'ensuite lui-même mettrait en crise la parole de ses adversaires par l'action. Ça a l'air un peu complexe comme ça, mais je donne un exemple très simple, c'est la scène de bagarre en Floride. C'est-à-dire que le personnage commence à s'infiltrer pour tuer la brute, et il a sa voix off, il commence à ressasser ses pensées, qui sont soudainement interrompues par l'irruption du personnage. Fight only the battle you're paid to fight. S'ensuit une scène de bataille extrêmement longue, voilà, dans la pénombre. Et puis, quand le personnage de la brute commence à lui parler, commence à essayer un peu de reprendre le dessus par la parole, c'est l'action du personnage, à savoir une balle qui tire, qui va interrompre. Et en fin de compte, cette logique, elle se rejoue à la fois dans la scène avec Tilda Swinton, dans la scène avec le financier, c'est-à-dire que il faut quelque part renverser la dynamique originelle de cette scène parisienne, c'est-à-dire que alors que le personnage avait son flux de pensée, il y a un aléa dans la façon dont il tire, dans la façon dont l'action se déroule, qui fait que sa parole est mise en crise. Et que d'une certaine manière, lui, son horizon, ça va être au contraire par l'action de mettre en crise la parole de ses adversaires, et alors que ces personnages sont en train de parler et essayer de raisonner face au tueur, lui, par l'action, va reprendre le dessus. Donc il y aura une forme d'inversion, et en fin de compte, de symbiose un peu permanente à l'échelle de tout le film, je pense, entre eux, parce que cette question de la voix off, en fait, elle s'inscrit dans un réseau plus large, qui est celui du son, du bruit, du design sonore, donc ça inclut aussi les chansons des Smiths, et ça inclut plus globalement tout le fourmillement de sons qui va composer l'espace du film, d'une certaine manière. Oui, et puis je pense qu'il y a quelque chose qui est lié dans la réception du film au fait qu'il s'agit non seulement donc, d'un film de plateforme, mais aussi d'une série B,
Alors une fausse série B, parce que c'est une série B qui n'a pas le système de production, les moyens d'une série B. Non, bien sûr, mais en tout cas d'un projet affiché comme une série B qui emporte les causes, d'un pur film d'action, puisque il n'est que question d'un personnage qui agit, et précisément, il n'est que question d'un personnage qui agit, mais ce personnage est un peu une forme de non-personnage. C'est-à-dire que le désir de ce personnage, c'est quelque part de devenir une machine. C'est-à-dire qu'il refuse la psychologie, il refuse l'empathie, il refuse en fait tout ce qui serait humain et pas statistique. D'ailleurs, on le voit dans ce long monologue intérieur de la première scène, il ne fait qu'égrener des statistiques, même quand il va au McDo, c'est pour donner des statistiques sur le nombre de McDo en France, et il se cache, et voilà, il se cache derrière une carapace des chiffres, et quelque part, voilà, lui ne rêve que de devenir lui-même une suite de 1 et de 0 quelque part. C'est un peu l'histoire d'un personnage qui voudrait être un robot, qui n'y arrive pas, et ce serait son drame d'une certaine manière. Et en fait, voilà, le film va l'accompagner un petit peu dans ce programme, cette manière de vouloir être extrêmement méticuleux, mais avec un effritement progressif, puisque évidemment tout part d'un moment où il n'arrive pas à faire son travail, il fait une erreur. Et en fait, ce qu'il y a de très retors là-dedans, c'est que la trajectoire du personnage est extrêmement ténue, quelque part. C'est simplement cet effritement progressif jusqu'à cet ultime plan qui est juste un vacillement de paupières. Il a réussi tout ce qu'il avait entrepris pour réparer son erreur, mais ça n'a pas suffi. Voilà, quelque part, l'humain est entré par une brèche, et cette espèce de fausse carte postale finale qui est un petit peu cauchemardesque avec sa copine défigurée, n'aura pas réussi à en faire quelque part un havre pour lui. Enfin, il ne sera jamais tranquille, il ne sera jamais une machine. Et je pense qu'il y a quelque chose de très difficile en tant que spectateur à accepter cette absence de personnage. Et en fait, tous les personnages secondaires arrivent comme justement des tentatives de personnages, et au moment où ils peuvent devenir personnages, c'est le moment où ils meurent en général. C'est assez juste, ouais. Alors j'aurais deux choses à dire là-dessus. Je suis assez d'accord, et en même temps il faut déjà définir ce qu'est l'action, parce que pour beaucoup de gens au contraire c'est un film d'attente, de latence. C'est-à-dire que pour moi c'est de l'action, mais presque au sens ackermanien. Enfin, je trouve que le parallèle entre les deux films est très exagéré, mais en tout cas le fait de regarder, de laisser traîner son regard, de jeter un téléphone, tout ça, pour moi c'est des actions, mais presque des actions au sens bressonien, quoi. Il agit. Voilà, c'est un personnage qui est tout le temps en train d'agir, même quand il attend. En revanche, ce que tu dis sur l'effritement, moi j'aurais presque l'impression inverse, c'est-à-dire que y aurait évidemment un échec durant le premier meurtre. Donc le film est découpé en chapitres qui d'ailleurs font penser à quelque chose de l'ordre du feuilleton, hein. Le générique d'ailleurs ressemble presque à un générique de série par son côté très rapide et sa suite de plans qui se coulent les uns entre les autres par des effets de volée, mais d'une certaine manière, si on détaille, qu'on décortique les actions et ce qui se passe dans chaque scène, il y aurait presque une logique de perfectionnement, c'est-à-dire que évidemment le premier meurtre fonctionne mal, et ensuite il y aurait cette idée qu'à chaque fois que le personnage entreprend quelque chose, il y a quand même un X, c'est-à-dire que il va enfoncer des clous dans la poitrine de son responsable, enfin de son patron, de son agent de liaison, et en fait il s'est trompé dans son calcul. Il se passe aussi un truc avec le chien et la brute, ça se passe pas exactement comme prévu, et ensuite il y aurait une forme de raffinement jusqu'à la dernière scène d'action qui en fait vraiment va comme sur des roulettes d'une certaine manière, et que quelque part il ne ferait que peaufiner une scène d'action qui à chaque fois serait un peu plus réussie. Et là, on serait dans une logique, on serait dans l'inverse d'une logique d'effritement, on serait dans une logique presque de reconquête, hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il retenterait une action, il arriverait à la parfaire jusqu'à ce qu'elle soit vraiment sans accroc, et qu'une fois que c'est sans accroc, il peut carrément arrêter son métier. Mais c'est intéressant de voir comment il la peaufine, parce qu'il la peaufine par un rapport justement machinique à lui-même, c'est-à-dire la question de la performance. Il y a, détail d'ailleurs, quelque part une fissure dès le début dans le film, à savoir que pour se concentrer, il écoute les Smiths, ce qui est quand même un groupe de rock connu pour... je sais pas, la mélancolie, la tristesse, l'ironie aussi peut-être, c'est un film ironique. Mais je sais pas, un film comme ça... avec en plus une musique d'Atticus Ross et de Trent Reznor, on aurait pu imaginer très facilement qu'il soit plutôt baigné dans une musique électronique un peu répétitive, etc. Mais non, il se trouve que le personnage écoute les Smiths. Il y a déjà comme une forme de bizarrerie à ne jamais parler de ce choix musical, mais dire moi j'écoute de la musique pour me le calmer, et il écoute exclusivement les Smiths. Mais simplement pour revenir aussi sur cette question de peaufinage, c'est assez... il a toute une série comme ça
de petits systèmes qui l'aident à tenir, comment dire, ses engagements de tueur, tenir ses plans, et notamment cette montre connectée qui lui dit le nombre de battements par minute de son cœur, et il ne peut tirer que en passer un certain seuil de battements par minute, en dessous d'un certain seuil de battements par minute. Et au fait, au fur et à mesure, on voit que l'objet le gêne jusqu'à ce qu'il l'abandonne. Et la première fois que la tension explose, c'est justement la scène dont tu as parlé tout à l'heure avec l'employé dans les bureaux de WeWork qui vient déposer le courrier, et sa montre s'emballe immédiatement. Et c'est aussi le premier moment où la caméra n'est plus sur pied et ça devient un plan à l'épaule. C'est le premier moment où il fait ça. Et à partir de là, en fait, à chaque fois qu'il devient trop fébrile, effectivement, Fincher passe en caméra à épaule et l'accompagne comme ça, en fait, dans ce programme. Et il y a une forme de connexion absolue entre la mise en scène et le désir du personnage qui est extrêmement grisant et qui est en fait ensuite perturbé par cette voix off. Qui porte en fait les désirs du personnage, mais surtout ses mantras, et ces mantras cultivent en fait une forme de mensonge sur lui-même, comme il y a quelque chose d'assez drôle à chaque fois que revient le don't improvise en voix off. C'est souvent pour accompagner le moment où il commence à improviser, et où on sait jamais exactement ce que va être son plan. Il nous dit pas, il n'y a pas ces scènes où on voit le plan en train de se préparer et puis le plan s'animer, mais simplement on sent qu'il y a quelque chose d'un peu mensonger sur comment il réussit à chaque fois à terminer ses contrats. Mais d'une manière générale, je pense que la voix off, c'est du mensonge chez Fincher. Je veux dire, voilà, moi, c'est pas un film que j'aime beaucoup, Fight Club. Moi, c'est vraiment l'un des 2-3 Fincher que j'aime le moins. Mais c'est vrai que c'est étonnant de se dire que c'est quelque part le film de Fincher qui a le plus de voix off de mémoire. Et en même temps, c'est le film précisément qui met en scène un personnage qui se ment complètement à lui-même. Et en fait, ça, c'est quelque chose d'un peu omniprésent chez lui. C'est-à-dire, même dans House of Cards, j'ai revu des épisodes, je suis assez surpris d'ailleurs. Il y a quelque chose d'assez intéressant dans la manière dont le personnage principal, joué par Kevin Spacey, donc qui est Frank Underwood, en fait, a des espèces d'incises où il parle au spectateur, qui sont un moyen d'étaler son intelligence, sa roublardise ou que sais-je. Et en même temps, il y a des moments assez troublants dans la série où il se retrouve face à un miroir, et donc on s'attend très naturellement à ce qu'il s'adresse au spectateur, et finalement non, et au contraire, il se sent presque un peu pris en défaut. On sent qu'il essaie de se soustraire à un regard. Et il y a quelque chose d'assez intéressant là-dessus, c'est que je pense que d'une certaine manière, dans une série comme House of Cards, la voix off est utilisée pour convaincre le spectateur. Donc il y aurait quelque chose aussi d'un rapport entre l'acteur, l'homme politique qui s'adresse aux foules pour essayer de les convaincre, mais aussi d'un personnage qui se rend en fin de compte prisonnier de sa fiction et qui essayerait de convaincre les spectateurs de s'intéresser à lui, de lui donner du temps, de vendre aussi une image qui peut-être n'est pas réellement la sienne. Et c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans The Killer, c'est-à-dire que, je dis la formule de mon texte, d'homme sandwich, mais il y a un peu de ça, c'est-à-dire c'est un personnage qui essaie de vendre l'image d'un personnage qui ne l'est pas, un personnage qui serait tout en contrôle, qui serait un personnage robotique ou que sais-je. Et alors là, il y a un nœud qui serait un petit peu intéressant aussi, alors sur un angle qu'on est un peu obligé d'aborder, même si moi je le trouve pas forcément aussi fécond que d'autres, c'est celui de l'autoportrait. Moi je pense pas que le film soit un autoportrait, mais il y aurait quelque chose d'intéressant, d'une forme de symétrie en tout cas, entre la trajectoire de Fincher, metteur en scène, et la trajectoire de son personnage. C'est que c'est un personnage qui veut se fondre complètement dans les flux du monde, avec une idée comme ça de raccorder les séquences les unes aux autres, par exemple le détail du FedEx. C'est-à-dire qu'il envoie en République dominicaine un FedEx qui est entièrement vide pour pouvoir s'infiltrer dans un bâtiment à la Nouvelle-Orléans. Et en même temps, il y aurait quelque chose d'intéressant dans la manière dont Fincher, quelque part, va se fondre dans l'économie du numérique pour remodeler le monde. Par exemple, toutes les scènes à Paris, on en parlait un petit peu avant l'émission, c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que c'est la place de l'Estrapade, si je ne me trompe pas, donc près de Mouffetard, et à la fois on reconnaît des lieux, et en même temps ces lieux sont complètement réagencés. Et quand on voit notamment toute cette espèce de virer en moto quand il s'enfuit de Paris. À la fois on reconnaît les lieux, à la fois on peut les relier géographiquement, et en même temps, et ça je trouve ça très intéressant dans le cinéma hollywoodien d'action, notamment quand on s'empare de Paris, peut-être parce que c'est une ville qu'on connaît particulièrement, c'est cette manière en fin de compte de remodeler l'espace par rapport à l'action. Je pense notamment à Fallout, Mission Impossible faisait beaucoup ça, c'est-à-dire que d'un plan à l'autre on se retrouvait presque du quartier latin à l'Étoile, et en même temps il y avait une idée on remodelait la ville, on remodelait complètement Paris, on agençait les rues entre elles selon une pure logique d'action, pour une manière vraiment de redéfinir l'espace par rapport à la logique même de l'action. Et là il y a aussi ça, c'est-à-dire que le trajet que fait le personnage est à peu près cohérent d'un point de vue géographique, et en même temps on sent bien qu'il est lié par
des angles, des vitrines, des travées précises, et que ça l'intéresse de raccorder ces lieux-là les uns aux autres, et qu'il y a une manière quand même de remodeler l'espace par une logique de mise en scène. Et en fin de compte, c'est exactement son emploi du numérique. C'est-à-dire qu'il prend un lieu, il le remodèle, il ajoute un hôtel là, il va déplacer une fenêtre ici, il va ajouter un café dans le champ, et il le fait, ou même c'est vraiment un détail, mais c'est pour vous dire, on voit bien par exemple que le McDo auquel il va n'est pas le McDo de Saint-Michel. Et il y a un rédacteur de la revue qui est Alexandre Moussa qui est à peu près persuadé que c'est le McDo de Porte de Bagnolet. C'est quand même intéressant pourquoi il va choisir le McDo de Porte de Bagnolet alors qu'il y en a un juste à côté. Je pense pas que ce soit un caprice, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté comme ça de remodeler le monde parce qu'il en a le moyen par le numérique pour l'intégrer complètement à la logique de mise en scène qu'il veut déployer. Et en ça, là, il y aurait une forme de symbiose entre ce que veut faire le personnage et ce que veut faire le cinéaste. Ah, c'est intéressant, tu as parlé d'homme sandwich, je dirais aussi que quelque part c'est un touriste. D'ailleurs, c'est tout le temps un touriste puisqu'il habite en République dominicaine, ce n'est pas vraiment chez lui. Enfin, on ne peut pas croire qu'il vient de là en tout cas. Et en fait, tu as dit aussi que le désir de ce personnage, c'était de se fondre un petit peu dans le réseau, dans le capitalisme, et j'irais même plus loin. Je pense que le film le présente comme la créature en fait ultime du capitalisme, comme si ce monde en fait était un monde idéal pour les assassins. C'est-à-dire que bon, ce serait un peu gros de faire de Fincher un anticapitaliste, mais en tout cas, je pense que c'est dans ce film-là, en tout cas, un grand satiriste, et surtout, il observe extrêmement bien les détails qui font la singularité du monde contemporain. Et par exemple, quand le personnage du tueur prend l'avion, on le félicite pour ses miles qu'il accumule. Quand il achète un colis sur Amazon, ensuite il va le chercher dans ces espèces de coffres non gardés où voilà, il peut juste récupérer un objet. Ça a l'air d'être fait en fait pour les criminels. Pareil, ces espèces de parkings immenses en banlieue de la Nouvelle-Orléans. Il y a une espèce de logique en fait de la criminalité fantôme en fait dans ce monde que le film habite très bien. Et le personnage est une forme de spectre aussi là-dedans. Enfin, il est d'ailleurs souvent filmé comme une ombre en contre-jour. Et il s'insère quelque part voilà, dans ce monde, dans une forme de logique un peu mortifère. Et moi, je trouve que par exemple, les différents placements de produits du film, j'avais jamais vu, je crois, dans le cinéma américain, une telle profusion de marques. Et à chaque fois, comme pour en faire une espèce de commentaire un petit peu cynique, comme ça, on a toutes les marques des voitures qu'il utilise. Quand il va au McDo, il enlève le pain du McDo, puisqu'on ne sait pas pourquoi, mais il y aura une forme d'impureté forcément là-dedans. Pour moi, ça s'insère dans une espèce de logique de fou de détails. Par exemple, aussi, j'aime beaucoup la manière dont le personnage de Fassbinder joue avec ses paupières, avec ses yeux qui tournent sous ses paupières au moment où il se réveille, et plan qu'on retrouve un peu vers la fin avec ce frémissement. Voilà, ça c'est un peu l'acuité, on va dire, Fincherienne, et ce côté un peu perfectionniste sur lequel on a beaucoup glosé. Mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est que, en fait, et c'est là la bascule sur Fincher, à mon avis, c'est là qu'il devient un très grand cinéaste, c'est que, en fait, c'est lui le grand cinéaste du monde capitaliste, connecté, etc. Plus que Michael Mann. À une époque, c'est Michael Mann, notamment après Heat, qui avait un peu hérité de cette casquette-là. Et ça me permet peut-être, aussi pour conclure, qu'est-ce que ce film-là apporterait quelque part à la filmographie de Fincher, parce que c'est vrai qu'on pourrait dire là comme ça que c'est quelque chose qu'il a travaillé. D'ailleurs, je le dis dans mon texte, c'est que ces films n'auraient presque plus qu'un seul objet, cette question du réseau, d'un personnage qui serait à la fois dedans et en dehors. Là encore, on aurait un personnage qui serait à la fois a priori en surplomb, qui serait un personnage en plus végétant dans des milieux interlopes, et qui en même temps, comme tu le dis très bien, serait vraiment au cœur de ça, qui serait qui arpenterait un monde qui serait presque quelque part taillé pour lui. Moi, je trouve qu'on n'insiste pas notamment assez sur le début du film, c'est-à-dire Fincher est un cinéaste de la vitesse. C'est des films vraiment mais qui coulent, qui vont à une vitesse extraordinaire, et on commence par de la latence, par une crise de l'action, par une attente, et cette manière de mettre en crise la vitesse fincherienne pour ensuite la retrouver, bon, déjà c'est un truc qui distingue un peu le film. Et puis il y aurait aussi cette autre chose, moi ce qui m'impressionne beaucoup chez Fincher, c'est cette idée d'une mise en scène qui serait une forme de mise en réseau, qui passe par un montage, mais vraiment d'une sophistication, d'une intelligence. Enfin, vraiment, il y a une foule de raccords. Et puis, cette manière de tenir à la fois
un horizon de rupture de ton et de continuité à la fois. Et ça, je pense qu'il y a que 2 cinéastes qui font ça à un tel niveau de précision aujourd'hui dans le cinéma contemporain, c'est lui et Spielberg, vraiment, cette manière d'articuler les deux, d'articuler presque les 2 pans du cinéma, pour caricaturer un peu, c'est-à-dire à savoir un horizon d'ordonnancement du monde, qui serait un peu porté par le classicisme, mais au contraire, une forme de chaos par la coupe, par des ruptures de ton, etc. Bon, c'est un peu les 2 seuls cinéastes qui le font. Et là où le film vraiment se distinguerait, ça serait sur le son. Enfin, je veux dire, en termes de son, je pense que c'est le Fincher le plus sophistiqué. Et cette manière vraiment de lier une espèce de fragmentation et en même temps d'organicité complète du monde par le montage, ça passe aussi par le son, c'est-à-dire par des jeux de focalisation. La musique, sur ça, joue, je trouve, un rôle. En fait, il y a 1000 manières d'entendre les Smiths dans le film. On entend les Smiths aux écouteurs, on entend les Smiths du point de vue de quelqu'un qui regarderait une personne en train d'écouter les Smiths avec un écouteur, on l'entend sur les enceintes d'une voiture qui est un peu plus brute. Enfin voilà, il y aurait une forme de sophistication dans la manière vraiment d'étirer les scènes, d'étirer l'espace par le son, qui là je trouve est assez inédit à l'échelle de Fincher. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui à la fois, et ça je trouve ça assez intéressant chez un auteur, c'est quelqu'un qui creuse son objet, qu'il le reprend à chaque film, qu'il le peaufine et en même temps qui à chaque film trouve des espèces de micro-variations, que ce soit par l'irruption du noir et blanc dans Manque ou des choses comme ça, mais vraiment qui travaille sa matière et à chaque fois en inventant des petits pas de côté, des nouveaux horizons qui en fin de compte ne font que complexifier sa trajectoire formelle générale. Et en ça, pour moi, c'est un film qui s'inscrit complètement dans la continuité de ce qu'il fait ces dernières années. Et plus j'y pense, je le pensais un peu pour être honnête en découvrant le film, plus j'y pense et moins je suis sûr que c'est un petit film mineur ou tu vois quelque chose d'un peu plus, une espèce d'exercice de style. Je le pense pas personnellement. Voilà, et c'est-à-dire que c'est un film qui prend une forme qui est un peu plus modeste que d'habitude, c'est vrai chez Fincher, qui est un peu moins opératique. Le film s'étale pas sur des années où voilà, c'est moins ambitieux narrativement que Gone Girl, Millennium ou Social Network. Et en même temps, je pense que ça creuse complètement le même horizon et que cette forme en même temps ramassée lui va aussi très bien pour renouer aussi avec quelque chose qui serait vraiment un cinéma de l'action pur. Et c'est vrai qu'il y a des scènes d'action qu'on ne voit pas normalement chez Fincher. La scène de bagarre, par exemple, est une scène très étonnante à l'échelle de sa filmographie. Donc je ne suis pas si sûr non plus, ce qui a été beaucoup dit, que ce soit un film de la redite ou de la répétition par rapport à ce que Fincher aurait déjà fait. Non, et avec des détails assez fous. Moi, je sais que ce qui en fait aussi une grande série B, c'est que un grand film d'action, c'est que le spectateur est tout le temps actif devant le film et de façon très maligne, à savoir par exemple dans la scène de bagarre, il y a un détail parmi d'autres parce que le film n'est qu'un amoncellement de détails. Lorsque The Killer se cache dans la cuisine, on lui tire dessus et à travers le plan de travail, et il se déplace, il se met derrière un four, mais rien n'est commenté, et donc on comprend, ah oui, le four, peut-être qu'il aura une meilleure chance d'être protégé derrière un four. Et il y a plein de petites choses comme ça qui en fait rend le spectateur tout le temps actif. Et par exemple ensuite, quand il y a une scène beaucoup plus calme, que serait par exemple le dîner avec Tilda Swinton, et ben en fait on est dans une position où on cherche là d'où pourrait provenir le danger, et on scrute à peu près tous les mouvements qui sont présents à l'écran. On s'interroge sur peut-être une présence potentielle de poison dans la nourriture ou que sais-je. Et il y a voilà comme ça une forme de précision dans la manière de convoquer le travail du spectateur qui est absolument brillante. Et un autre détail pour terminer, parce que ça rejoignait ce qu'on disait sur la performance et sur le monde contemporain, mais c'est vrai que il y a beaucoup d'aéroports dans le film. À un moment, The Killer va se laver le visage dans les toilettes de l'aéroport, et forcément pile à l'endroit où il se lave le visage, à côté de la fenêtre des toilettes, il y a cette espèce de petit engin qui sert à noter la propreté des toilettes avec un trois petits smileys de couleurs différentes, et en fait c'est encore une fois voilà, c'est un monde qui est obsédé par la question de la performance, un personnage qui est obsédé de la question de la performance et qui est en fait la créature ultime de ça. Et je trouve ça génial de constater à quel point on peut, là je viens de penser à ce détail, à quel point on pourrait continuer un peu à l'infini en égrénant les multiples détails absolument jouissifs qui traversent ce film extraordinairement fluide. Et merci beaucoup, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode d'Atari.